Salut à tous! Dans la vidéo Sécurité 12, j'ai présenté de manière générale le fonctionnement de l'encryption end-to-end dans 3 applications de messagerie, WhatsApp, Signal et Telegram, et j'ai présenté de manière un peu plus superficielle le fonctionnement du protocole Signal qui permet le chiffrement dans WhatsApp et Signal. Alors le but de cette vidéo complément, c'est d'aller un peu plus dans les détails de ce protocole. Donc pour cette vidéo, c'est important que vous ayez vu la vidéo 12 pour avoir une vue d'ensemble sur l'encryption end-to-end de manière générale. Et si vous êtes intéressé, il y a une autre vidéo complément sur le protocole MT-Proto qui permet le chiffrement end-to-end dans Telegram. Pour comprendre comment est-ce que le protocole Signal fonctionne et surtout pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça, on va tenter de le reconstruire ensemble à partir de la solution la plus naïve possible et progressivement le construire, rajouter les améliorations pour obtenir à la fin une version simplifiée du protocole Signal mais qui fonctionne et qui est sécurisée. C'est parti. Alice et Bob veulent communiquer via WhatsApp ou Signal. Comme vu dans la vidéo 2, ils peuvent utiliser la cryptographie symétrique en commençant par se rencontrer en secret pour s'échanger une clé secrète appelée le Master Secret, qui est d'une longueur de 32 bytes. Ensuite, pour chaque message, Alice encrypte le message avec un algorithme de cryptographie symétrique tel que AES en utilisant le Master Secret comme clé. Vous pouvez regarder la vidéo 2 pour en savoir plus sur AES. Ensuite, elle l'envoie à Bob qui décrypte le message aussi avec AES en utilisant également le Master Secret comme clé. Cette première solution naïve a beaucoup de problèmes. On s'attaque déjà au premier de ces problèmes qui est la Forward Secrecy. On en a parlé dans la vidéo 11. C'est-à-dire que si l'adversaire écoute tous les messages encryptés entre Alice et Bob, le jour où, d'une manière ou d'une autre, il entre en possession du Master Secret, il peut décrypter tous les messages passés qui ont été échangés entre Alice et Bob. On regarde maintenant comment résoudre ce problème. Pour régler ce problème, Alice et Bob vont utiliser l'algorithme dit du Symmetric Key Ratchet. Le Master Secret échangé est maintenant de 64 bytes et se divise en 2 clés appelées Chain Keys, chacune de 32 bytes. Les premiers 32 bytes forment la chain key d'Alice et les 32 bytes suivants la chain key de Bob. On a vu dans la vidéo 6 comment on pouvait dériver des nouvelles valeurs à partir de n'importe quelle valeur sans pouvoir revenir en arrière grâce aux fonctions de hachage, dans notre cas SHA-256, et une construction qu'on appelle hashMAC. À partir de sa chain key, Alice peut appliquer le hashMAC avec une valeur constante quelconque pour produire une nouvelle clé de 32 bytes qu'on appelle une message key, qui servira à encrypter le message. Vu que c'est la première, je l'appelle ici MessageKey 1. En même temps, elle peut appliquer la fonction hashMAC sur la chain key avec une autre valeur constante pour produire une nouvelle chain key qui remplacera l'ancienne et que j'appellerai chain key 2A. Grâce aux propriétés de la fonction de hachage du hashMAC, on ne peut pas retrouver la chain key originale à partir de la MessageKey et de la nouvelle chain key. Ces constructions avec 2 hashMAC, on peut les encapsuler dans un système simplifié qu'on appellera KDF pour Key Derivation Function. À partir d'une chain key, une KDF produit une message key et une nouvelle chain key. Alice peut donc encrypter le message avec AES et la message key et l'envoyer à Bob qui peut appliquer exactement la même KDF sur la chain key initiale d'Alice pour obtenir les mêmes nouvelles clés et décrypter le message d'Alice. Si Alice veut envoyer un second message à Bob, elle applique la KDF une deuxième fois pour produire une autre message key pour encrypter le deuxième message et mettre à jour sa chain key. Si Bob répond à Alice, le processus est exactement le même sauf que la chain key mise à jour est celle de Bob, de nouveau avec une nouvelle message key pour encrypter chaque message. Cet algorithme est appelé Symmetric Key Ratchet, ratchet qui veut dire cliquer en français, c'est un système mécanique qui tourne en continu mais ne peut aller que dans un sens, jamais dans l'autre. Si on en revient à notre algorithme, on peut tourner ce ratchet dans un sens pour produire une nouvelle chain key et émettre une message key à chaque message, mais on ne peut pas revenir en arrière pour retrouver la chain key précédente. Et c'est exactement ce qu'on veut, car maintenant si le serveur est hacké ou corrompu et qu'il possède encore tous les messages encryptés, s'il parvient à récupérer une message key, il ne pourra décrypter que le message encrypté avec cette clé et aucun autre. Si l'adversaire retrouve une chain key, il pourra décrypter aucun des précédents messages puisqu'il ne peut pas dériver les chain keys précédentes. Par contre,
il pourra dériver les chain keys et message keys suivantes et décrypter les messages futurs. Notre protocole est déjà un peu mieux. C'est-à-dire que si un adversaire réussit à décrypter un message, il ne pourra pas décrypter les messages passés. Par contre, il pourra toujours décrypter les messages futurs échangés entre Alice et Bob. Donc pour résoudre ce problème, il nous faut rajouter un mécanisme qui réinitialise la chain key à partir de nouvelles valeurs entre Alice et Bob. Maintenant, Alice et Bob vont tous deux créer une paire de clés publiques-privées Diffie-Hellman. Vous pouvez regarder la vidéo 3 pour en savoir plus sur Diffie-Hellman. Lorsqu'ils se rencontrent en secret, ils s'échangent une clé de 32 bytes appelée root key et Bob donne sa clé publique à Alice en partant du principe qu'Alice sera la première à envoyer un message à Bob. Pour résumer le passage de la vidéo 3 sur Diffie-Hellman, cet algorithme permet à partir d'une clé publique d'Alice et d'une clé privée de Bob de générer un secret égal au secret qui peut être généré entre une clé privée d'Alice et une clé publique de Bob. Regardez la vidéo 3 si vous êtes intéressé par les maths derrière cette construction. Donc grâce à Diffie-Hellman, Alice peut dériver ce qu'on appelle un secret éphémère à partir de sa propre clé privée et de la clé publique de Bob. Ce secret éphémère et la root key sont utilisés comme input pour une construction KDF similaire à celle qu'on a vue avant, donc avec des fonctions de hachage, pour dériver une nouvelle root key et une chain key pour Alice. Ce mécanisme est aussi comparé à un cliquet, ratchet en anglais, car il met à jour les clés sans qu'on puisse revenir en arrière. On avait appelé le ratchet précédent symétrique, car il était utilisé pour la cryptographie symétrique. Celui-ci est appelé le Diffie-Hellman ratchet puisqu'il est utilisé avec des clés Diffie-Hellman. Comme avant, lorsqu'Alice veut envoyer le premier message, elle utilise sa chain key pour générer une première message key et l'encrypter. Mais cela veut dire que la chain key d'Alice a été utilisée au moins une fois. Donc si l'adversaire arrive à récupérer la chain key d'Alice, il pourra non seulement décrypter le message qui va être envoyé, mais aussi les suivants. Donc Alice aimerait dès que possible réinitialiser sa chain key en la partageant secrètement avec Bob. Pour ce faire, Alice envoie le message encrypté C1 à Bob avec sa clé publique. Bob utilise la clé publique d'Alice reçue en combinaison de sa clé privée pour dériver le même secret éphémère qu'Alice auparavant, grâce à l'algorithme Diffie-Hellman, pour ensuite dériver la même nouvelle root key puis la même chain key pour Alice. Grâce à cette chain key, il peut dériver la même message key pour décrypter le message C1. À chaque fois qu'un des deux participants reçoit une nouvelle de ces clés éphémères, il met lui-même à jour ses clés Diffie-Hellman. Bob va donc réinitialiser sa clé privée et sa clé publique. Il se sert de cette nouvelle clé privée et de la clé publique d'Alice pour mettre à jour la root key et dériver une nouvelle chain key. Dans ce cas-là, il crée sa première chain key. Il peut ensuite répondre à Alice avec un nouveau message grâce à cette nouvelle chain key en dérivant une message key et en incluant sa nouvelle clé publique dans l'entête du message. Admettons qu'Alice ne se connecte pas immédiatement à l'application, le message restera stocké sur le serveur en attendant qu'Alice allume son téléphone. Pendant ce temps, Bob veut lui envoyer un autre message. Cette fois, il ne met pas à jour ses clés Diffie-Hellman et ne réinitialise pas sa chain key, car il attend toujours confirmation qu'Alice a bien reçu sa nouvelle clé publique. Il va donc, comme dans le protocole précédent, recréer une nouvelle chain key et message key à partir de la précédente, en incluant toujours la même clé publique dans l'entête. Alice reçoit les deux messages et commence par traiter C2 et laisse C3 en attente. Elle voit qu'il contient une nouvelle clé publique de Bob. Elle utilise donc sa clé privée et cette clé publique pour mettre à jour la root key et réinitialiser la chain key de Bob, en l'occurrence la première chain key de Bob. Elle peut ensuite extraire une message key et mettre à jour la chain key de Bob, puis déchiffrer le message avec la message key. Comme C2 contenait une nouvelle clé publique de Bob, cela déclenche de nouveau une réinitialisation du côté d'Alice qui met à jour ses clés Diffie-Hellman et sa chain key pour le prochain message qu'elle enverra à Bob. Alice s'attaque maintenant à C3 qui contient toujours la même clé publique. Alice le déchiffre simplement en utilisant la chain key de Bob et une nouvelle message key. Alice et Bob peuvent ainsi continuer de s'envoyer des messages en avançant d'un cran le ratchet symétrique à chaque message pour empêcher le serveur de lire les messages passés et en avançant d'un cran le ratchet asymétrique Diffie-Hellman à chaque aller-retour de messages entre Alice et Bob pour empêcher le serveur de lire les messages futurs. C'est pourquoi on appelle cet algorithme l'algorithme du double ratchet.
Avec cet algorithme, le protocole Signal veut s'assurer que si un adversaire réussit à décrypter un message, il ne peut décrypter aucun autre message, ni passé, ni futur. Mais dans notre protocole, Alice et Bob doivent toujours se rencontrer en secret pour commencer, pour s'échanger le Master Secret. On regarde maintenant comment résoudre ce problème avec la phase d'initialisation du protocole Signal. Lorsqu'Alice et Bob téléchargent l'application WhatsApp ou Signal, chacun génère localement une paire de clés publiques-privées appelées Identity Keys, notées ici avec des i. Cette paire de clés est la seule qui ne change jamais, sauf si vous réinstallez l'application. Ensuite, chacun génère une nouvelle paire de clés appelée Signed Pre-Keys. La clé privée est signée par la clé privée de la paire Identity Keys. Cette nouvelle paire de clés Signed Pre-Keys peut être réinitialisée périodiquement. Je les note ici avec des S. Et finalement, Alice et Bob vont chacun générer une séquence de paires de clés appelées One-Time Pre-Keys et notées avec des T. Chacune de ces One-Time Pre-Keys sera utilisée une seule fois et on peut en régénérer dès qu'il n'y en a plus. Le protocole Signal génère plusieurs de ces paires de clés à la fois pour le cas où Alice ou Bob devra faire des phases d'initialisation avec d'autres personnes. Dans ce cas, le serveur aura besoin d'autres de ces One-Time Pre-Keys et peut-être que Alice ou Bob ne sera pas en ligne à ce moment pour en recréer. Mais dans notre exemple, on n'a que Alice et Bob. Alors pour simplifier, on va dire qu'il n'existe qu'une paire de One-Time Pre-Keys. Ensuite, dans une deuxième phase, Alice et Bob vont chacun transmettre au serveur de WhatsApp ou Signal leurs clés publiques des paires Identity Key, Signed Pre-Key avec la signature et One-Time Pre-Key. Le serveur garde dans une base de données ces clés publiques associées aux identifiants d'Alice et Bob. Normalement, c'est leur numéro de téléphone, pour l'instant dans le cas de WhatsApp et Signal, mais je vais garder juste leur nom pour simplifier. Alice peut maintenant demander au serveur de lui transmettre les clés publiques de Bob. Le serveur lui envoie la Public Identity Key de Bob, sa Public Signed Pre-Key et sa Public One-Time Pre-Key. Alice génère ensuite une paire de clés Diffie-Hellman comme dans notre version précédente du protocole. À partir de toutes ces clés publiques et privées, Alice génère 4 secrets séparés grâce à Diffie-Hellman. Premièrement, entre sa Private Identity Key et la Public Signed Pre-Key de Bob, puis 3 autres secrets entre sa clé privée éphémère et 3 différentes clés publiques de Bob, sa Public Identity Key, sa Public Signed Pre-Key et sa Public One-Time Pre-Key. On utilise toutes ces différentes clés pour s'assurer qu'on utilise bien l'identité des participants, qu'on utilise à chaque fois des clés différentes et ainsi rendre certaines attaques plus difficiles à réaliser. Ensuite, Alice met côte à côte ces 4 secrets différents et cela donne le Master Secret. À partir de ce Master Secret, elle pourra utiliser une KDF pour générer une Root Key et sa Chain Key. Bon, en réalité, cette KDF à partir du Master Secret est un peu plus compliquée que ça, mais la documentation est peu claire là-dessus. Néanmoins, j'ai trouvé les morceaux de code concernés dans le code source de Signal. Je mets l'explication dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent vraiment aller dans les détails, mais pour la vidéo, je simplifie un peu le truc. Maintenant, Alice peut laisser tomber les clés d'initialisation et garder seulement la root key, sa chain key et la paire de clés éphémères. Elle peut déjà envoyer des messages à Bob, même s'il n'est pas encore en ligne et n'a fait encore aucune étape d'initialisation de son côté. Elle doit simplement inclure dans l'entête de chaque message sa clé publique éphémère comme on l'a vu avant. Lorsque Bob ouvre l'application, il peut obtenir les clés publiques nécessaires d'Alice du serveur et le message qu'Alice lui a déjà envoyé. À partir de toutes ces informations, il peut utiliser ses clés privées et les clés publiques d'Alice pour reconstruire le même Master Secret grâce à Diffie-Hellman, puis dériver la même root key et la chain key d'Alice qui lui permettent de déchiffrer les messages d'Alice et de poursuivre la communication sécurisée comme on l'a vu avant. Vous avez peut-être remarqué que ce protocole peut faire l'objet d'attaques man in the middle, on en a parlé dans la vidéo 7, c'est-à-dire que le serveur pourrait donner à Alice non pas la identity key de Bob, mais une fausse identity key qu'il contrôle, c'est-à-dire qu'il connaît à la fois la clé publique et la clé privée. Alors dans la vidéo 8, on a parlé des techniques SAS pour résoudre ce problème et j'avais justement pris l'exemple de WhatsApp. Je vous laisse regarder cette vidéo pour avoir plus de détails, mais en gros, l'idée c'est que Alice et Bob calculent des hashes des identity keys et les affichent sur leur téléphone sous la forme de QR code qu'ils peuvent ensuite comparer en se rencontrant.
C'est une bonne manière de faire vu que les Identity Keys sont permanentes. Donc à moins que Alice ou Bob réinstallent l'application, ils devront faire cette procédure une seule fois. C'est un petit plus par rapport à Telegram où le QR code représente en fait une clé temporaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a donc construit ensemble une version simplifiée du protocole Signal qui permet le chiffrement end-to-end dans les applications WhatsApp et Signal. J'espère que ça vous a plu et que c'était clair. Si ça vous intéresse, il y a une autre vidéo complément, cette fois sur MT Proto, le protocole qui permet le chiffrement end-to-end dans Telegram. À bientôt.